Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne consacrée aux affaires criminelles les plus intrigantes de notre temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'affaire de girlsdoporn.com. Ce site internet, qui prétendait offrir des opportunités de mannequinat à des femmes, a finalement été démantelé pour des accusations de trafic sexuel et de pornographie illégale. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de cette affaire et découvrir les secrets sombres qui se cachent derrière ce site web. Mais préparez-vous à être captivé par cette histoire troublante et à en savoir plus sur les dessous de cette affaire dérangeante. Mais si vous êtes prêts, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et commençons. C'est une histoire qui commence en Nouvelle-Zélande, au début des années 2000. Nous allons parler de Michael James Pratt et Matthew Isaac Wolfe, deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble à Christchurch. Les deux ont fréquenté la même école primaire, mais ont ensuite été séparés lorsqu'ils ont été inscrits dans des écoles différentes. Pourtant, leur amitié persiste et les deux amis ont des ambitions élevées. Ils ont atteint l'âge adulte au tournant des années 90, alors qu'Internet commençait tout juste à exploser en popularité. Et c'est là que les choses ont commencé à changer pour eux. En effet, Michael et Matthew ont décidé de se lancer dans le monde du web et peut-être même y faire carrière. Mais leur choix de domaine a été fatal. La pornographie. Ils ont voulu faire de l'argent rapidement et ont créé une série de microsites web dans les années 2000. Ces sites leur permettait d'orienter le trafic des utilisateurs vers d'autres sites web, où l'on pouvait trouver des vidéos complètes et de bonne qualité, en échange d'abonnements mensuels. Mais leur aventure n'allait pas se passer comme prévu. En effet, Michael et Matthew ont fait un choix risqué en se lançant dans l'industrie de la pornographie, une industrie peu réglementée et en proie de la criminalité. Et c'est ainsi que les choses ont pris une tournure dramatique. Les deux amis ont commencé à se retrouver mêlés à des affaires sombres et criminelles. Les détails de leur activité sont flous, mais on sait qu'ils ont commis des actes répréhensibles. Il est difficile de dire ce qui s'est passé ensuite, mais il est évident que leur vie n'a plus jamais été la même. Des entrepreneurs pas comme les autres, voilà comment nous pouvons qualifier Michael et Matthew. Leur stratégie est simple. Utiliser leur site internet pour attirer du public et générer des revenus en les rédigeant vers des sites payants. Mais cette activité lucrative ne leur a pas rapporté beaucoup d'argent au début. Toutefois, cela a suffi à éveiller les ambitions de l'un d'entre eux, qui cherche désormais à aller plus loin dans cette industrie en plein essor. Dans les tréfonds du monde numérique, une idée audacieuse germe, porté par l'esprit d'entreprise de Michael, la force visionnaire du duo. L'homme veut mettre en place un site internet permettant aux hommes du monde entier d'accéder à des vidéos de jeunes femmes ordinaires et banales, loin des standards habituels. L'homme a pour projet de partager sur internet des vidéos authentiques mettant en scène des jeunes filles en âge légal, filmées telles que leur mère les a faites. Cette initiative pourrait ouvrir la voie à certaines d'entre elles, désireuses de s'initier à cet univers et leur offrir une carrière dans les films érotiques. C'est ainsi que Michael, l'entrepreneur visionnaire, a commencé à travailler sur son projet, girlsdoporn.com, à partir de 2006. Le site met en scène de jeunes femmes qui se filmaient dans leur première expérience intime. Mais comment Michael a-t-il pu trouver ces filles ? Tout a commencé alors qu'il vivait à Brisbane, en Australie, mais il a rapidement compris que les États-Unis étaient un terrain plus propice pour ses activités. C'est là qu'il recrute son premier complice, Doug Witherhold, pour devenir la figure masculine de référence pour les vidéos à tourner. Pendant 3 ans,
Michael et Doug ont parcouru l'Amérique à la recherche de jeunes femmes à filmer. Le succès du site ne se dément pas. Chaque semaine, pendant des années, Michael et son équipe présentent une nouvelle fille de 18 à 21 ans faisant ses premiers pas dans le monde du porno. Michael utilise les mêmes astuces que dans ses projets précédents, créant des sites avec un contenu limité pour inciter les clients à s'abonner pour avoir accès à l'intégralité des vidéos. Au fil du temps, Michael et son ami Mathieu décident de s'associer pour faire grandir leur entreprise. Mathieu s'installe à San Diego et se charge des tâches quotidiennes du site, tournant même des scènes avec Doug dans des chambres d'hôtel haut de gamme en Californie. Avec plus de 100 vidéos à son actif d'ici 2014, Mathieu lance même une filiale du site principal intitulée Girls Do Toys. Doug Witherhold, le premier recruté, est la figure masculine derrière les rencontres intimes lors des tournages pour girlsduporn.com. Il crée également des rubriques spéciales sur le site pour varier les contenus. Tout semble aller bien, mais il y a un petit problème. Les volontaires qui apparaissaient dans les vidéos donnent leur nom, prénom et d'autres informations personnelles, ce qui peut causer de l'embarras, voire pire pour ces jeunes femmes, si les vidéos se diffusent à grande échelle. Bien que le projet soit légal, le fil qui le sépare de l'illégalité est très fin. Michael Pratt est satisfait du succès de l'entreprise et cherche des moyens pour maintenir le site à jour en recrutant de nouvelles filles et en développant des outils de promotion. Il décide alors de produire plus de contenu, mais cela rend le site dépourvu de nouveautés pendant un certain temps. Il recrute un nouveau acteur masculin, André Ruben Garcia, pour tourner des vidéos avec Mathieu en 2011. Il devient rapidement populaire auprès des fans du site grâce à la façon dont il interagit avec les filles, même s'il ne montre jamais son visage pour maintenir l'anonymat de l'entreprise. Cela est étrange, car l'anonymat est crucial pour l'entreprise, mais la vie privée des femmes est mise à mal dans leurs vidéos. La situation se complique pour le site girlsduporn.com. Les années passent et les scandales s'accumulent. En effet, en 2013, une jeune femme nommée Megan est prise en flagrant délit en train de donner son vrai nom dans une vidéo du site. Cela provoque un véritable scandale et ternit l'image de l'entreprise. L'année suivante, c'est une candidate de Miss Teen USA qui apparaît dans une vidéo de Girls du Porn. C'est à ce moment-là que la véritable nature du site commence à être révélée, avec des révélations sur les pratiques douteuses de l'entreprise. Mais malgré les critiques, Michael Pratt reste ferme sur sa position, cherchant toujours à maintenir le site en vie et à recruter de nouvelles filles pour ses vidéos. Ces apparitions ont eu des conséquences dramatiques pour ces femmes. Elles ont perdu leur vie privée, leur travail, leurs relations personnelles. Mais ce scandale a paradoxalement fait plus de publicité au site et ont rapporté beaucoup d'argent à tous ceux qui y travaillent. C'est le début d'un phénomène répandu sur le web et ailleurs, où l'on continue de faire des choses qui suscitent des vives critiques, mais qui permettent tout de même d'obtenir de la visibilité et donc de l'argent. Les premières questions sur le succès de ce projet commencent à surgir sur le web. On se demande légitimement comment un site qui est né de rien a-t-il pu recevoir autant de vues. On parle de plusieurs milliards de dollars. Et comment ont-ils pu recruter autant de femmes pour faire des vidéos? Malheureusement, la vérité est pire que ce que nous pouvons imaginer. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Dans cette affaire, il est important de comprendre chaque détail pour dévoiler la face cachée du site. Tout commence en février 2016, lorsque Jane Doe numéro 15, une jeune fille de 18 ans, a répondu à une annonce de mannequin publiée sur Craigslist dans la région de Denver. L'annonce disait clairement « Je recherche des filles exceptionnellement jolies ». Selon l'annonce, les jeunes femmes attirantes pourraient gagner des milliers de dollars pour une séance photo, ne durant qu'1 ou 2 heures maximum. La candidate idéale, une fois le travail accompli, apparaîtrait sur des sites de mode spécialisés, parfaitement légaux. Jane Doe numéro 15 a vu dans cette annonce une opportunité pour financer ses études universitaires. Mais malheureusement, elle était loin de se douter de ce qui l'attendait.
Elle envoie alors une email de réponse avec quelques photos et des informations sur elle-même à l'adresse fournie dans l'annonce, pensant que tout cela était légitime. Jane Doe numéro 15 reçoit une réponse écrite de la part de Jonathan N, qui lui offre 4 000 $ pour une première séance photo. Mais les choses deviennent rapidement glauques lorsque Jonathan N propose un paiement supplémentaire de 1 000 € pour une scène intime en vidéo, une proposition que notre Jane Doe refuse catégoriquement. Malheureusement, cela ne dissuade pas Jonathan N, qui insiste sur cette proposition et parvient à organiser un appel téléphonique avec elle. Lors de cet appel, il lui offre carrément 5 000 $ pour tourner une vidéo pour adultes, qui ne serait disponible que sous la forme de DVD, pour des collectionneurs en Europe. Jonathan N insiste sur le fait que la vidéo ne sera disponible que sous forme physique, et non pas en format numérique. Jane Doe numéro 15 racontera par la suite. Il a dit que ça serait une séance photo de 30 minutes. Il a dit qu'il me payerait 5 000 $. Il a précisé que je ne ferais que 5 pauses de 5 à 7 minutes chacune. Il m'a dit qu'il m'amènerait en avion à San Diego, qu'il payerait l'hôtel, en répétant sans cesse « pas en ligne, pas en ligne, pas aux États-Unis ». La vidéo serait uniquement disponible en DVD en Australie et au Royaume-Uni, et dans quelques autres pays très éloignés dont je ne me souviens plus. J'ai demandé si je pouvais être mannequin régulièrement, mais il a répondu que je devais faire les deux choses, photo et vidéo. Pour prouver sa bonne foi, l'homme met en contact Jane Doe avec des mannequins avec lesquels il avait déjà travaillé et qui lui assurent que l'entreprise est très sérieuse. Jane Doe devient plus sûre d'elle et surtout très confiante. Elle et Jonathan N communiquent via FaceTime et finalisent les détails du voyage et de l'acceptation effective de cette offre. L'homme fait sentir à Jane Doe qu'elle est une star, lui promettant qu'elle gagnera une fortune et que tout se passera facilement, en toute sécurité et sans problème. Le jour J est enfin arrivé pour Jane Doe numéro 15, mais il ne serait pas aussi merveilleux que prévu. Nous sommes le 28 février 2016 et Jane Doe est à l'aéroport de San Diego. Après avoir attendu un certain temps, elle est approchée par Teddy, un jeune caméraman qui travaille pour la même compagnie. Jane Doe le suit et les deux montent dans une voiture pour se rendre à l'hôtel où ils doivent tourner. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Teddy ne parvient pas à joindre les supérieurs et est de plus en plus anxieux. Il semble même ne pas savoir où aller. Ce n'est qu'à 13 h qu'il parvient enfin à joindre quelqu'un et comprendre ce qu'il doit faire avec Jane Doe. Ils se rendent alors dans un hôtel à San Diego, puis prennent l'ascenseur pour un étage supérieur. La jeune fille est enfin dans la chambre où elle doit tourner le fameux film tant attendu. Elle fait la rencontre de l'acteur André Garcia et du jeune caméraman Teddy. Mais alors que tout semble se mettre en place, André Garcia court soudainement dans la salle de bain pour vomir pendant plus de 5 minutes. Le caméraman explique à la fille qu'ils avaient fait la fête la veille, d'où cette situation embarrassante. Après s'être rétabli, André Garcia apporte une pile de papier à faire signer à Jane Doe, qui s'assure que la vidéo ne sera jamais diffusée aux États-Unis, ni sous forme numérique. Cependant, le temps imparti pour le tournage est plus long que prévu. Mais Jane Doe accepte, car elle a son vol pour rentrer chez elle le soir même. Les prises de vue commencent, et la fille n'est pas à l'aise avec les actes qu'on lui demande de faire. Elle ne sait pas si elle doit continuer ou s'arrêter, mais l'acteur, encouragé par Teddy, l'incite à continuer et lui rappelle qu'il a signé un contrat. À la fin du tournage, Jane Doe ne reçoit que la moitié de la somme initialement promise, soit 2 500 $. Les hommes présents sur place lui expliquent que ce n'est pas de leur faute et qu'elle doit contacter les dirigeants de l'entreprise pour se plaindre. Jane se sent trahie et abandonnée. Elle prend l'argent et rentre chez elle amèrement déçue. La fille a été doublement trahie. D'abord par l'entreprise qui l'a sous-payée pour un travail traumatisant, puis par l'exposition de sa vie privée sur Internet. Pendant des semaines, elle s'est battue pour obtenir une juste rémunération, mais elle a finalement cédé sous la pression des producteurs. Cependant, le cauchemar ne faisait que commencer.
Jane Doe a découvert que l'une de ses vidéos avait été mise en ligne sur girlsduporn.com. Presque immédiatement, des extraits de la scène ont commencé à être partagés sur de nombreux sites et réseaux sociaux. Jane Doe a été expulsée de l'équipe de Pom Pom Girls de son école et a été persécutée et harcelée par des inconnus qui l'ont reconnue sur les images. Les vidéos et les images ont circulé rapidement, causant des dommages irréparables à sa vie privée et sociale. Elle est devenue la cible de toutes sortes de menaces et de violences en ligne et en personne. Même son petit ami l'a abandonnée, ne pouvant supporter la pression de la situation. Elle a été forcée de déménager et de changer de nom, essayant de fuir les conséquences dévastatrices de ses actions. Jane Doe a tout essayé pour supprimer la vidéo de son exploit, mais en vain. Elle a essayé de contacter à nouveau Jonathan N, en vain, espérant qu'il pourrait l'aider à faire disparaître cette vidéo. Elle a même contacté Caitlin, la femme qu'il avait recrutée pour le travail, mais elle n'a pas reçu d'aide. Jane Doe numéro 15 est désespérée. Elle tente désespérément de les contacter, mais personne ne lui répond. Cela ne fait qu'aggraver sa doute et sa colère. Elle ne peut s'empêcher de se demander si tout cela est réel ou s'il a été prise dans une sorte de complot maléfique. Dans une interview choquante, Jane Doe révèle qu'elle n'aurait jamais tourné cette vidéo si elle avait su que cela aurait des conséquences aussi dévastatrices. Si j'avais su que la vidéo serait publiée avec mon nom, diffusée dans tous les États-Unis, avec un paiement inférieur à celui convenu, je ne l'aurais jamais fait. Si j'avais su que cela prendrait plus de 30 minutes de tournage, si j'avais su quelque chose à ce sujet, si seulement j'avais su que d'autres filles avaient été harcelées et expulsées de l'école à cause de cela, je vous jure, je ne l'aurais jamais fait. Jane Doe est clairement ravagée par les conséquences de ses actions, mais cela ne change rien au fait qu'elle ait été prise au piège dans une situation qui lui échappe totalement. L'histoire de Jane Doe numéro 15, dont la vie a été ruinée, n'est malheureusement pas la seule. Cette histoire est le résultat d'un système mis en place par Michael Pratt, Matthew Wolf et André Garcia. Ils ont créé de nombreuses fausses annonces pour attirer des jeunes femmes jolies, en leur faisant croire qu'elles pourraient devenir des mannequins. Bien évidemment, tout se passe en ligne. Les victimes tombent alors dans le piège et envoient des emails pour en savoir plus. Les trois hommes répondent aux jeunes femmes sous de pseudonymes tels que Mark, Jonathan, Ben, Isaac Fox et même John. À ce stade, Michael Pratt est de plus en plus au centre de l'attention et le véritable chef du site. Il est décrit comme un individu paranoïaque, le moteur principal derrière tous les pseudonymes et les mensonges. Ils réussissent tous à tromper facilement les victimes, car, comme des chasseurs habiles, ils choisissent soigneusement leur proie. Des femmes ou de jeunes filles désespérées en quête d'argent facile. Des faveurs telles que les frais de voyage offerts et la rémunération finale deviennent des véritables incitations pour une candidate qui, je le répète, a été soigneusement sélectionnée pour sa condition et qui aurait pu facilement tomber dans ce piège. Des femmes vulnérables et désespérées sont devenues la cible de ces prédateurs en ligne. Les conséquences sont terribles et les victimes sont laissées seules, abandonnées à leur sort. La popularité du site ne cesse de croître, malgré la réputation glauque qui l'entoure, au point de rivaliser avec des géants du secteur. Mais derrière ce succès se cachent des histoires d'horreur. Les victimes sont nombreuses et leur désespoir est palpable. Certaines ne voient plus d'issue que dans la prise de médicaments, tandis que d'autres perdent leur âme à jamais, souillées par des individus sans scrupules qui ne cherchent qu'à s'enrichir toujours plus. Les témoignages de ces femmes sont déchirantes et leur nombre est si élevé qu'il devient impossible de les compter. Mais en 2016, une révolution commence, un tournant décisif qui pourrait bien faire trembler les murs de girlsduporn.com. Au début, un petit groupe de femmes trompées et ruinées se rassemble pour lutter contre le site pornographique girlsduporn.com. Elle révèle que le site publie sans scrupule les données sensibles de chaque femme présente dans chaque vidéo, leur causant une humiliation et une atteinte à leur vie privée insupportable. Ces femmes déterminées veulent mettre fin à ce système dévastateur une fois pour toutes. En juin 2016, un groupe de seulement 4 femmes, toutes victimes de ce scandale, se mettent alors en action.
Elles poursuivent le site en justice en dénonçant la fausseté, l'horreur et les mensonges de propriétaires envers les victimes. La demande de compensation financière pour chacune des femmes s'élève alors à 500 000 $. Cependant, cela ne suffisait pas à mettre fin à cette activité criminelle. Michael et Matthew ont continué à tourner des vidéos et ont même franchi une étape supplémentaire en filmant les victimes sans leur consentement. Leur comportement est devenu de plus en plus imprudent et dangereux. Ils ont enfermé les victimes dans les chambres jusqu'à ce que les vidéos soient terminées. Les victimes étaient prises au piège et ne pouvaient rien faire pour sortir. Heureusement, leur opération a finalement été découverte et leur réseau a été démantelé. Lorsque les victimes commencent à se douter de quelque chose ou décident de se retirer, les escrocs leur disent qu'elles doivent rembourser tous les frais engagés, tels que le billet d'avion, l'hôtel, les frais de tournage et autre chose. Pire encore, certaines sont informées que leur vol de retour est annulé, les laissant sans issue, loin de chez elles. En recrutant des jeunes femmes vulnérables et sans argent, il était facile de les piéger avec ces stratagèmes ignobles afin d'obtenir du contenu pour le site girlsduporn.com. Les escrocs savaient que leurs produits étaient toujours en demande et ils voulaient s'assurer que leur contenu était toujours frais et nouveau, conformément à leur plan initial. Cependant, ce n'est pas la seule tactique odieuse utilisée par les producteurs du site. Ils ont également administré des drogues et de l'alcool aux femmes pour les rendre plus dociles et moins exigeantes pendant le tournage. Les contrats qu'ils ont présentés aux femmes ont également été signés alors qu'elles étaient sous l'influence de substances illicites, facilitant ainsi la tâche. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que ces contrats ne portaient pas le nom de Girls du Porn, mais plutôt ceux de Michael ou de Matthew, ou de fausses sociétés créées par Michael lui-même pour brouiller les pistes. Ces escrocs étaient déterminés à ne laisser aucune trace de leur sombre entreprise et étaient prêts à tout pour maintenir leur activité lucrative en vie. André Garcia traite les femmes avec brutalité et violence. Pendant les tournages, des dizaines de femmes ont subi des violences physiques, des gifles et des étouffements. Certaines ont même subi des violences sexuelles, dont les détails sont trop sordides pour être détaillés ici. D'autres femmes ont contracté des maladies et ont subi des dommages physiques. Des dizaines, voire des centaines de femmes ont été soumises à des actes non consentis et sans véritable garantie. Les menaces reçues hors caméra ont également été nombreuses. Jane Doe numéro 4, une des victimes, a témoigné avoir subi une douleur extrême pendant un tournage en 2013 et a demandé à André Garcia et Matthew Wolf de pouvoir partir. Mais les deux hommes ont refusé de la laisser partir et ont continué à filmer pendant plusieurs minutes supplémentaires. Ensuite, ils ont réduit sa paye de 2 000 $ à 400 $ et l'ont laissé seule, sans hébergement. Au-delà des séances de tournage prévues, les producteurs ont filmé les femmes en dehors des caméras. André Garcia, la star masculine, aurait proposé forcer des femmes à coucher avec lui, même hors des séances prévues, et enregistré ces moments pour les télécharger ensuite sur le site. Michael aussi demande aux victimes de coucher avec lui, moyennant une prime supplémentaire d'environ 400 $. Bien que la plupart des femmes refusent cette demande, certaines ont accepté, devenant ainsi des victimes supplémentaires de ces deux individus. Le résultat de toutes ces pratiques est une catastrophe absolue. Presque toutes les femmes trompées se sont retrouvées en ligne, vues par des milliards d'utilisateurs dans le monde entier, et pire encore, avec leurs données personnelles affichées en description. L'histoire de Jane Doe numéro 15 se répète encore et encore. Trop de personnes ont été obligées de changer leur vie à cause de cette arnaque. Les jeunes femmes sont en effet très vulnérables, avec un futur à construire, et ont dû réécrire leur passé pour survivre. Leurs données personnelles, étant des informations encore plus sensibles que les vidéos, circulent sur un wiki spécial et sont à la merci de tous les potentiels agresseurs, stalkers, criminels et autres encore. Cependant, Michael et ses complices ont commencé à trembler, car cette femme détenait des preuves incriminantes qu'elle était prête à révéler. Ils ont tenté de sauver ceux qui pouvaient l'être, mais leurs efforts ont été vains, car les témoignages accablants contre eux se sont multipliés, et la justice
a finalement prononcé leur condamnation. Michael et ses complices ont été reconnus coupables de fraude et trafic sexuel et ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Cette affaire a eu un grand retentissement aux États-Unis et a attiré l'attention sur les pratiques criminelles de l'industrie pornographique. Le verdict est tombé dans l'affaire des opérateurs du site, mais il y a encore tant de choses à dire à ce sujet. Le procès a duré une éternité, révélant tant de mensonges et des subterfuges que l'on pourrait même en écrire un livre entier. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il y a eu des irrégularités pendant le procès. Écoutez bien les détails. Les trois accusés, Michael, Matthew et André, ont tenté de faire taire les victimes et leurs avocats en embauchant des harceleurs pour les intimider. Ils se sont fait passer pour des journalistes dans le but de contacter les victimes. Les accusés ont même tenté de manipuler les avocats en menaçant leur famille. Mais leur stratagème a finalement été déjoué et chaque pièce de leur château de cartes s'est effondrée jour après jour dans la salle d'audience. Dans cette affaire, il est avéré que les producteurs de Girls du Porn ont trompé ces victimes en ce qui concerne la production des vidéos, en plus de les avoir exploitées et maltraitées pendant les tournages. L'une des 4 femmes, connue sous le nom de Jane Doe numéro 1, est une ancienne étudiante en droit dont la vie a été détruite par la diffusion de sa vidéo. Elle lutte contre l'anxiété chaque jour et a même envisagé le suicide. Pour ne plus être associée à cette maudite vidéo, désormais disponible au public, elle a dû subir une intervention de chirurgie esthétique pour changer son apparence. Au cœur de la Californie, une loi protège les victimes de Girls du Porn, dont les contrats ont été signés sous des fausses intentions et trompeuses. Les copies de ces contrats n'ont même pas été fournies aux victimes, qui sont ainsi piégées dans une relation de travail subordonnée. Les horreurs subies par ces femmes sont dévoilées au grand jour, et cela ne s'arrête pas. Les avocats de Michael Pratt, Matthew Wolff et André Garcia, les 3 cerveaux de cette opération criminelle, tentent de minimiser les accusations en affirmant que les 4 femmes ne cherchent qu'à cacher leur honte d'être apparues dans un film pour adultes. Mais cette défense mensongère est rapidement mise à mal par des preuves irréfutables de leur culpabilité. Le procès traîne en longueur, mais l'accusation ne faiblit pas. Au fil des ans, 18 femmes se joignent à la cause, ajoutant leurs propres allégations de fraude et de maltraitance contre les hommes qui dirigent ce système. Michael Pratt a utilisé toutes les ruses possibles pour échapper à la justice. Après avoir déclaré faillite pour essayer de se débarrasser de l'affaire, il a ensuite utilisé sa carte maîtresse pour brouiller les pistes. Des sociétés fictives. Ces dernières lui ont permis de distribuer les contrats EFI dans des agences anonymes, compliquant ainsi énormément les tâches des enquêteurs. Mais malgré cela, la justice ne se laisse pas berner. Elle a vite compris que Michael Pratt avait créé ces sociétés fictives pour dissimuler ses activités illégales. Leur complexité administrative n'est qu'une astuce pour rendre l'affaire plus difficile à suivre. Les enquêteurs sont ainsi confrontés à un véritable casse-tête. Mais il est hors de question de minimiser les actes de Michael Pratt. Les victimes ont été trompées, abusées et exploitées. Et il n'y a pas de question de laisser ces crimes impunis. Les autorités sont déterminées à faire toute la lumière sur cette affaire, même si cela prend du temps. Les 3 hommes doivent comparaître au tribunal en été 2019. Cependant, Michael Pratt refuse de se présenter en personne, étant retourné en Nouvelle-Zélande pour rendre visite à sa famille. Les autres accusés, Matthew Wolff et André Garcia, sont présents. Les témoignages fusent de toutes parts, mettant en évidence le modus operandi cruel des 3 hommes. Toutes les personnes travaillant sur le site sont appelées à témoigner, mais la star des témoins est sans aucun doute Valérie Moser, assistante administrative de Michael Pratt. Son témoignage est d'une importance capitale pour comprendre comment les 3 accusés ont créé des sociétés fictives pour compliquer la tâche à la justice. La similitude entre toutes les déclarations des Jane Doe, qui se présentent pour raconter leur histoire, est saisissante, montrant l'ampleur des préjudices causés par les 3 hommes. Une femme était recrutée par Michael Pratt et ses complices en mars 2015, mais a rapidement été contrainte de signer un accord de non-divulgation qui l'empêchait de divulguer les noms de l'entreprise. Lors de son témoignage devant la cour,
Elle a décrit en détail les mensonges et les comportements abusifs de Michael envers les potentielles actrices. Elle a également témoigné de la violence physique de Michael envers ses employés, affirmant avoir vu des collègues blessés par lui. Elle savait exactement de quoi Michael était capable et a noté de nombreuses informations incriminantes dans un journal personnel avant d'être licenciée. Elle était, en effet, une pièce clé du site, chargée de coordonner la communication avec les victimes et de les accompagner dans les hôtels où les vidéos étaient ensuite tournées. Le procès est finalement terminé en novembre 2019. Le juge Kevin Enright a rendu un verdict écrasant en faveur des victimes. Les opérateurs de Girls du Porn devront verser aux femmes 12,7 millions de dollars de dommages-intérêts. De plus, le juge a déclaré que les femmes victimes revendiqueraient la propriété de toutes les vidéos qui leur ont été faites. Dans cette affaire, les accusés sont obligés par le juge de remettre tout le matériel des jeunes femmes victimes, y compris les photos, les autres images, les films, les droits d'auteur et tout ce qui a été créé à partir de leur contenu. Ils sont ensuite tenus de procéder à la suppression de tout le contenu en circulation, en particulier sur le site Girls du Porn et tous les autres sites affiliés. En plus des compensations et de la suppression du contenu en ligne, la question devient fédérale, c'est-à-dire qu'elle implique les autorités fédérales des États-Unis. Les noms de Michael Pratt, Matthew Wolff et André Garcia ont été révélés dans une vaste affaire de fraude et de conspiration. Les 3 hommes sont accusés d'avoir trompé des jeunes femmes en les amenant à travers des frontières de l'État pour participer à des films pornographiques. Le FBI a lancé une enquête et a procédé à une perquisition dans les bureaux de girlsduporn.com à San Diego. Les arrestations de Matthew Wolff et André Garcia ont suivi, mais Michael Pratt était toujours en fuite. Les victimes, qui semblent être beaucoup plus nombreuses que ceux qui étaient déclarés, ont subi des conséquences tragiques et considérables. L'affaire est loin d'être close, mais elle a déjà eu un impact important sur l'industrie de la pornographie amateur. De nombreux sites similaires ont commencé à exercer un plus grand contrôle sur leur contenu et leur origine. Cette affaire a mis en lumière les abus qui peuvent survenir dans l'industrie de la pornographie amateur et suscité un débat important sur la réglementation et la protection des acteurs impliqués. Le site et ses affiliés, qui étaient censés proposer des vidéos de jeunes femmes amateurs, se sont révélés être une entreprise frauduleuse. Mais cette affaire ne s'arrête pas là. De nombreuses personnes se demandent si le site était illégal dès le départ, même s'il était lié à l'industrie pornographique. Pour certains, le site rassemble davantage à un site du Deep Web. Dans un interview, Courtney Trabol, fondatrice de Trabol Films, explique que le problème ne vient pas du porno en soi, mais des personnes qui veulent exploiter les femmes ou les professionnels du milieu. Elle appelle donc à discriminaliser cette industrie pour mieux protéger ceux qui l'exercent. Les autorités ont finalement mis fin aux activités de Girls du Porn en janvier 2020. Mais malheureusement, les copies des vidéos qui ont été téléchargées sur les sites continuent de circuler quelque part sur le web ou dans la mémoire de nombreuses personnes. En 2020, Wolff a tenté de sortir de prison en invoquant son apnée du sommeil comme un risque pour sa santé en cas de contraction du fameux virus. Sa demande a été rejetée. Mais pendant tout ce temps, la grande question est restée. Où est Michael Pratt, un des fondateurs et propriétaires du site? Les avocats de nombreuses Jane Doe affirment qu'il aurait visité l'Amérique du Sud pendant le procès civil de 2019, puis aurait voyagé en Nouvelle-Zélande. Depuis lors, il est devenu pratiquement introuvable. La police a perquisitionné sa maison et ses frères se déclarent ignorantes sur ses activités. Mais Pratt reste insaisissable. La traque de Pratt continue. Il a fui le pays après avoir confié à ses collègues son désir de s'échapper et de vivre loin de toutes ces histoires et de toutes ces femmes qu'il avait trompées. C'est incroyable et terrible et qu'il ait presque réussi à disparaître. Il semblerait qu'il dispose de comptes à l'étranger qui lui permettaient de subvenir à ses besoins. Mais ni Mathieu ni André ne savent où il se trouve. En septembre 2020, le FBI avait offert une récompense de 10 000 $ pour toute information menant à l'arrestation de Michael Pratt. Il est grand, pèse près de 90 kilos, a les cheveux bruns et les yeux noisettes. Sur Internet, il n'y a que très peu de photos de lui,
bien qu'il soit une personne d'intérêt pour une enquête fédérale aussi importante et lourde. Mais heureusement, Michael Pratt a été capturé en Espagne par les autorités espagnoles le 13 avril 2021. Après plus d'1 an de cavale, Michael Pratt, un des fondateurs du site, est enfin derrière les barreaux. Les autorités ont travaillé sans relâche pour le traquer, et leur détermination a finalement porté ses fruits. Et c'est ainsi que se termine cette triste histoire. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo passionnante sur l'affaire de girlsduporn.com. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos réflexions ci-dessous dans l'espace de commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, faites attention à vous et à bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.